Bienvenue à Réussite à Pro, secret partagé, le balado où l'on explore les stratégies, les innovations et les astuces pour transformer vos chaînes d'approvisionnement. Je suis Claudine Fife, fondatrice de Finlam, votre allié en approvisionnement stratégique, et aujourd'hui, on vous partage des secrets pour optimiser vos processus et atteindre vos objectifs. Laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Donc, bonjour, merci de nous joindre aujourd'hui pour cet épisode. Aujourd'hui, on va vous présenter un sujet qui est d'intérêt et d'actualité. On en a parlé beaucoup courant l'année dernière, de la fameuse loi S-211. Il y en a qui la connaissent sous son numéro, d'autres la connaissent avec le titre complet, donc Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement. Donc là, vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu en traiter aujourd'hui. Cette loi, elle est adoptée déjà depuis 2023. On en a parlé de son application en 2024. Et j'ai voulu avoir avec moi pour en discuter quelqu'un qui est la personne idéale, justement, pour le faire, pour échanger sur ce sujet-là avec nous. C'est en fait l'instigatrice de cette loi qui a permis sa rédaction, permis son adoption et qui a porté ce fardeau de cette loi pendant un certain nombre d'années. Je vous la présente, Julie Méville-Deschênes. Merci d'être là, Julie. C'est un plaisir. C'est vraiment un privilège de recevoir Julie Méville-Deschênes, qui est sénatrice depuis près de 7 ans maintenant à Ottawa, sénatrice indépendante. Et le parcours de vie de Julie Méville-Deschênes est assez impressionnant. Je vais aller une version courte, si vous me le permettez. Mais moi, c'est beaucoup dans ce rôle que je vous ai connue, donc journaliste, correspondante pendant plus de 30 ans Radio-Canada, dans plusieurs villes en Amérique du Nord. Washington, c'est un endroit chaud en ce moment. Oui. J'ai été là 4 ans. Ça doit vous manquer, peut-être? Écoutez, je suis beaucoup les nouvelles. Cette adrénaline. Oui, mais aussi cette crise politique. C'est absolument énorme, avec des impacts qu'on ne mesure pas complètement, je pense. Avec plusieurs mandats au gouvernement du Québec, présidente du Conseil du statut de la femme pendant plus de 5 ans, et maintenant sénatrice indépendante. Et c'est un sujet qu'il y a ce rôle que vous avez maintenant, dont on va traiter aujourd'hui. Je suis très excitée d'en parler parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de cette loi-là. Et je me suis dit, quelle opportunité magnifique de faire 2 choses. J'ai 2 objectifs. Aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre mieux les enjeux qui ont donné lieu à cette loi. Pourquoi on a traité ce sujet avec priorité, et aussi comprendre peut-être mieux l'impact de cette loi-là dans le secteur des affaires et les chaînes d'approvisionnement en particulier, parce qu'il est direct. Et plein de sujets, plein de questions que j'ai à vous poser. C'est une excellente idée, parce qu'il faut que les entreprises sachent. Ouais. Elles commencent à comprendre. La loi est en vigueur depuis 1 an. C'est jeune pour une loi. Oui, c'est très jeune. Donc, il faut que l'information circule. Et ça me fait très plaisir d'être ici pour parler de ce dont je peux parler. Mais je préviens, je ne donne pas d'avis juridique. Je parle de la loi, de ce que j'en connais. Absolument, et tout. Non, je comprends bien ça. Et ce que je trouve intéressant dans le rôle que vous avez joué dans cette loi-là, c'est nous permettre de comprendre un peu comment ça arrive, une loi. Exact. Quelqu'un va nous dire, mais pourquoi cette loi-ci? D'où ça vient? Qui en a eu l'idée? Pour quelles raisons? Enfin, quelles étaient les motivations? C'est ça qui est intéressant, parce que les gens pensent toujours que c'est un grand processus scientifique et tout réfléchi depuis des années, mais non, c'est toute une série de circonstances, de personnes, de champions d'une cause qui font qu'à un moment donné, ça se passe à un moment X. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la législation. On va vraiment explorer ça ensemble, parce que je pense que c'est effectivement d'intérêt pour plusieurs. D'entrée de jeu, souvent, on va confondre cette loi contre le travail forcé avec l'esclavage moderne. C'est comme des buzzwords en ce moment où on attache beaucoup de principes ou de mauvaises pratiques à l'esclavage moderne. Qu'est-ce que c'est l'esclavage moderne en 2025? Alors, l'esclavage moderne, c'est beaucoup plus large que le travail forcé. Ça comprend les mariages forcés, ça comprend la traite sexuelle. Vraiment, c'est un mot qui n'est pas dans la loi, parce que ce dont on parle dans la loi, c'est d'une partie de l'esclavage moderne. Ce terme existe évidemment parce que ce ne sont plus des esclaves comme à l'époque avec des menottes. Mais il y a toutes sortes d'autres formes. Donc, travail forcé, travail des enfants. Et si on veut définir ça,
c'est la question de la contrainte. C'est-à-dire que c'est quand un employé est dans une entreprise et qu'il n'est pas libre de partir. Pourquoi il n'est pas libre de partir? Parce qu'il peut avoir une servitude de dette envers son patron qui lui a fait passer une frontière, qui lui a donné un permis. Il peut avoir son passeport saisi par l'employeur. Il peut y avoir des menaces. S'il ne travaille pas 12, 14 heures par jour, 7 jours semaine. Donc, il faut qu'il y ait une notion de contrainte. C'est pas l'exploitation, c'est terrible, mais là, c'est un cran au-dessus. Le travail forcé, c'est la contrainte de l'employé. Donc, ça, c'est le travail forcé. Le travail des enfants, obligatoire aussi. Tout ça ensemble, on estime que ça fait à peu près 27,5 millions d'êtres humains à travers la planète ça, c'est énorme. Qui sont utilisés dans nos chaînes d'approvisionnement pour nous donner des marchandises, des produits à très bas prix. Ouais. Donc, effet de la mondialisation. Et nous sommes, sans toujours le savoir, complices parce que nous consommons bien sûr. tous les jours beaucoup de ces produits-là. Il y a une estimation que en 2021, c'était 38 milliards de dollars de marchandises à risque de travail forcé qui entraient au Canada. Donc, ce sont toutes sortes de produits. Les produits, ça peut être des tomates, ça peut être des panneaux solaires, ça peut être toutes sortes de choses qu'on n'imagine pas. Et beaucoup dans la fast fashion. Dans le textile en général. Pensez à une robe à 5 dollars. Ben, les risques sont là. Donc c'est, comment dire, cet enjeu-là a été accru avec la mondialisation. Et donc, comme pays qui n'arrête pas de clamer qu'on défend les droits de la personne, ben évidemment, c'était de constater qu'on était en queue de peloton quand on a commencé. Donc ça, c'est la motivation réelle, oui, motivation réelle initiale derrière cette idée de rédiger. 2020. En 2020. On s'est dit, ça n'a aucun sens. C'est ça. Alors, je n'ai pas fait ça seule. On a fait un duo extraordinaire, moi et un député qui s'appelle John McKay. Et donc, ça a commencé, cette histoire-là, par un rapport choc d'un comité de la Chambre des communes qui disait « C'est assez, le travail des enfants. » Vous savez que les Nations unies ont dit qu'on devait l'abolir en 2025. On n'y est pas. On n'y est pas. Et donc, il faut que le gouvernement fédéral incite les entreprises canadiennes, les entreprises qui sont basées ici, à faire mieux pour combattre le travail des enfants. Ça a été la bougie d'allumage. Et après ça, mon collègue John McKay, à la Chambre des communes, une première fois en 2018, a déposé un premier projet de loi. Et littéralement, il s'est inspiré d'une loi qui existait déjà. Parce que vous savez que les députés... Donc déjà en 2018. Oui. Vous savez que les députés et les sénateurs, on a le pouvoir de déposer et de défendre un projet de loi qu'on a concocté avec des experts. Et ça, c'est un pouvoir qui nous donne des ailes quand on veut défendre une cause particulière. Et dans ce cas-ci, on s'est inspiré d'une loi sur la transparence du secteur extractif. Ah oui. C'était toutes les mines. Il y avait eu beaucoup de scandales. Il y avait beaucoup de scandales sur nos mines canadiennes. Voilà. Alors, si on se demande d'où viennent certaines phrases et certains choix, ça vient de ce projet de loi. Pourquoi est-ce qu'on s'inspire autant d'un autre projet de loi? N'oubliez pas, on est des très petites équipes. Donc, John McKay, 2 personnes qui travaillent pour lui, 2 à 3, moi, la même chose. Donc, on a parfois des greffiers qui nous aident à écrire, mais on n'a pas l'armée d'avocats que le gouvernement a pour écrire des projets de loi. C'est intéressant de faire la distinction parce qu'on ne parle pas du tout des mêmes organismes. Non, on parle vraiment d'initiatives parlementaires, d'un ou 2 parlementaires pour essayer de changer les choses. On voit qu'il y a un angle mort, que le gouvernement ne s'occupe pas de tel problème qui existe et qui est sérieux. Et donc, dans ce cas-là particulièrement, on était hyper en retard sur l'Europe, sur tout le monde, même sur les États-Unis, avec leurs frontières beaucoup mieux surveillées. Donc, on a commencé. Et ce qui est vraiment drôle, c'est la façon dont on s'est rencontrés, nous deux. John McKay et moi, on était dans un voyage parlementaire en Bolivie, parce qu'on ne travaille pas ensemble, les députés et les sénateurs. Normalement, non. Non, on est dans des édifices, on est à 4 coins de rue l'un de l'autre. Et là, on se rencontre en Bolivie, il y a des troubles à ce moment-là, des manifestations qui dérapent. Alors, il commence à me parler de ses projets, et là, ça clique. Parce que lui, c'est un défenseur ardent des droits de la personne, c'est un Ontarien.
qui a 75 ans, qui prend sa retraite. Et moi, évidemment, à cause de mon passé, du Conseil du statut de la femme, je suis féministe, je suis humaniste, alors la défense des droits, c'est très important. C'était naturel. Et on se dit, on va travailler ensemble. Moi, je vais essayer au Sénat. Toi, t'essayes à la Chambre des communes, puis on va voir qui progresse le plus vite, parce que c'est comme une course à obstacles. Défendre un projet de loi, ça commence dans une chambre, première lecture, deuxième lecture, comité, troisième lecture. Les étapes. Les étapes, on est en pleine pandémie. On commence à défendre ce projet de loi 1 mois ou 2 avant la pandémie. Donc, tout ça, tout ce travail se passe pendant la pandémie. Mais c'est intéressant de connaître cet aspect-là de la possibilité pour un sénateur de mener une idée, de l'amener en rédaction et de le proposer. Oui. Je pense qu'on n'a pas nécessairement cette information naturellement. Non, les gens ne savent pas forcément la différence entre les types de projets de loi. Exactement. Ce que c'est, il faut le dire, c'est beaucoup plus difficile de faire passer un projet de loi qui vient d'une initiative d'une personne ou deux que le gouvernement, parce que le gouvernement a la légitimité de dire, nous, on a été élus, on a été élus avec un programme et tout, mais ça, c'était pas dans les programmes au début. On a réussi à s'immiscer. Oui, en 2021, et le Parti conservateur et le Parti libéral ont promis d'avoir une loi contre le travail forcé. Donc, on a fait beaucoup de lobby, ils ont promis ça, mais en même temps, notre projet de loi progressait. Bref, tout ça, c'était passionnant. Et la pandémie, il faut que je vous parle de... Et la pandémie qui chapeautait... Alors, ça, c'est très, très important. Parce tout ce contexte-là. Un projet de loi, c'est aussi le contexte et le bon moment. Et dans ce cas-là, même si la pandémie avait beaucoup réduit nos séances du Sénat, même si 2 fois mon projet de loi est mort au Sénat parce qu'il y avait eu des prorogations et des élections, malgré tout cela, la pandémie était un extraordinaire contexte parce qu'on parlait des chaînes d'approvisionnement brisées. On n'en a jamais autant parlé. Et on parlait de l'exploitation, on parlait des travailleurs enfermés dans des usines pour produire des masques pour nous protéger. Il y avait des comités parlementaires qui discutaient de ça et le gouvernement a été obligé d'essayer de répondre, est-ce que vous avez vérifié si ces masques-là sont faits selon tous les... Et il y avait aussi le fameux scandale de Supermax. Alors, Supermax, c'est des gants de protection qui étaient faits en Malaisie. Le gouvernement canadien en avait acheté pour beaucoup de millions de dollars. Et tout à coup, on apprend à travers les États-Unis qu'il y a des risques de travail forcé et de travail des enfants dans cette même usine de Supermax. Alors, ça vous montre que même au plus haut niveau, le gouvernement canadien, dans ses approvisionnements, n'avait pas les outils, n'avait pas la... Tu sais, on achetait partout. N'oubliez pas le contexte de la pandémie aussi. On était plus dans disponibilité d'un produit plutôt que faire une certaine vigilance. Voilà. Et c'est souvent le cas, oui. Et donc, tout ça montrait qu'il fallait agir. Donc, le contexte, je vous dirais, même si ça a été difficile, là, ça a pris 3 ans quand même, le contexte nous a aidés parce que c'était... Il y avait une meilleure compréhension parce que tout de suite, on avait à présenter des exemples réels de situations. Oui. Et on a choisi de faire un projet de loi modéré et modeste. Peut-être que toutes les entreprises ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais vous savez, dans ce domaine-là, il y a toutes sortes de possibilités, mais nous, on s'est dit, beaucoup d'entreprises ne savent pas, ne comprennent pas, ne sont pas encore conscientisées. Donc, commençons par un premier pas, un projet de loi étapiste. On fait un rappel ensemble de critères. Qui ça touche et comment on les a établis, ces critères-là. Juste faire un rappel. C'est sûr que les gens dans les organisations, ceux qui sont touchés ont pris connaissance de ces éléments-là. Mais vous avez raison, c'est le moment de le faire. Mais c'est bien de les situer un peu pour dire pourquoi. Pourquoi on établit ces critères-là, pourquoi on établit ces seuils-là. Donc, c'est intéressant peut-être de faire un rappel là-dessus. Donc, c'est un projet de loi de transparence. Donc ça, c'est important parce qu'à travers le monde, il y a différents projets de loi. Celui-là est un projet de loi de transparence. On va en parler après des différences avec les autres législations. Il oblige, ce projet de loi-là, les entreprises, une fois l'an, à faire un rapport public sur leurs efforts pour voir dans leur chaîne d'approvisionnement s'il y a des risques de travail forcé et de travail des enfants. Donc c'est un rapport qu'ils doivent publier sur leur site web et remettre au gouvernement une fois l'an. Donc, dans ce que vous venez de dire, il y a quelque chose de très important, puis je pense qu'on va le retrouver aussi, ceux qui veulent, par curiosité, aller lire, et puis toute la documentation. Mais donc, on est dans démontrer qu'on prend les mesures
de démontrer... Pour atténuer... Alors, c'est même pas aussi contraignant que ça. La demande, c'est d'avoir un rapport qui parle de nos efforts. Mais le projet de transparence ne juge pas de l'effort. Mais il faut démontrer qu'on faut, agit sur ce sujet-là. Il faut répondre manière... à des questions, D'accord. mais les pénalités sont sur 2 éléments. Si on ne remet pas le rapport, premièrement. Oui, ça c'est... Mais deuxièmement, si on transmet de l'information fausse et trompeuse sciemment. D'accord. Alors donc, le mensonge d'un conseil d'administration est interdit. Et puni. Un peu comme pour les résultats financiers et tout. Oui. Mais la bonne foi de remettre un rapport puis de faire des efforts, on ne peut pas s'attendre au même rapport d'une entreprise moyenne qui n'en a jamais fait ça, c'est que d'une entreprise multinationale qui a déjà fait des rapports du même type en Grande-Bretagne, en Australie, parce qu'il y a des lois du même genre. Donc, on pourra parler des résultats de la première année, mais c'est pour ça qu'on appelle ça de la transparence. D'accord. On jette de la lumière et on oblige les entreprises à faire l'exercice. Et c'est pas rien. Ah non, c'est pas rien, je vous confirme. C'est tout un exercice. C'est pas rien parce que c'est compliqué d'aller fouiller dans ces chaînes d'approvisionnement. Donc, bien sûr, la première année, peut-être que c'est le premier niveau de la chaîne d'approvisionnement. Et ensuite, mais il y a tout ce qui est derrière. Il y a tout ce qui est derrière. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça une loi modérée, une loi étapiste, qui donne le temps aux entreprises de s'ajuster. Oui, puis déjà, le signal, c'est de dire, nous, au Canada, on s'en préoccupe, on va légiférer là-dessus. Donc, et on espère, bien sûr, que les mesures sont prises, puis que le travail diminue. C'est ça qui est intéressant. Donc, dans les critères, on a établi des seuils. Il y a des... Oui. Alors, les seuils, c'est donc des entreprises qui ont un établissement au Canada et qui remplissent deux des 3 critères suivants. 40 millions de chiffre d'affaires. 20 millions... à titre d'actifs. C'est ça. Et 250 employés. Donc, 2 de ces 3 critères-là. Pourquoi on a choisi ces critères? Pourquoi? Alors, écoutez, c'est là qu'on a essentiellement... C'est là où ça a discuté un peu? On a calqué la loi de la transparence sur le service extractif. Moi, j'aurais aimé pouvoir faire une recherche indépendante à travers toutes les entreprises pour savoir où on pouvait mettre ce seuil. Mais j'avais pas les données, l'expertise pour faire ça. C'est compliqué. Même le gouvernement aujourd'hui nous dit... parce qu'effectivement... Le gouvernement aujourd'hui nous dit, on pense qu'il y a 10 000 entreprises, que ça couvre peut-être jusqu'à 10 000 entreprises. Mais ils ne peuvent pas le dire parce que, vous savez, il y a toujours des fluctuations dans les ventes et tout. Alors, effectivement, quand on regarde d'autres pays, l'Australie a choisi un seuil de 100 millions de dollars, ce qui est beaucoup plus élevé. Ça veut dire qu'ils ont eu un débat là où ceux qui trouvaient que la loi devait pas être... Mais ils touchent moins d'entreprises. Beaucoup moins d'entreprises. Beaucoup moins. Et la Grande-Bretagne a choisi un seuil d'à peu près 60 millions, mais il n'y a aucune, dans les 2 autres cas à l'extérieur, il n'y a aucune pénalité. Alors, c'est ce qu'on appelle une loi sans dents, alors que la nôtre, avec ses pénalités, qui n'ont pas été encore du tout utilisées. Pour l'instant, on donne le temps aux entreprises. C'est une loi qui a quand même des dents. Les entreprises ne peuvent pas se fermer les yeux puis même pas faire de rapport. Oui. Mais c'est beaucoup d'entreprises. On parle d'à peu près 10 000. C'est ça. On a eu des réponses, là, parce qu'on n'en avait pas au début, entre 5 et 10 000. C'est tellement vague. Oui, c'est vague. Et c'est aux entreprises elles-mêmes de voir si elles sont incluses en appliquant ces critères. Exactement. C'est leur responsabilité de s'assurer qu'ils répondent à ces critères-là. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a des seuils, c'est très précis. On est là-dedans ou on ne l'est pas. Si on l'est, on a des choses à rapporter. Oui. Puis pourquoi, une petite parenthèse, pourquoi notre seuil est plus bas? C'est que les études montrent que le travail forcé, c'est beaucoup dans les entreprises moyennes qui n'ont pas forcément le temps, les moyens de faire de la recherche. Donc, si on prend juste les très, très grandes entreprises, on vise une toute petite partie des Parce produits. qu'elles sont plus familières avec toutes ces dimensions. Puis ils ont déjà plus de personnel. Des outils, des ressources. Alors que les entreprises moyennes, pour qui, j'en suis certaine, c'est plus difficile de se conformer, c'est là aussi qu'on risque d'aller vers le plus bas prix sans faire toutes les vérifications nécessaires.
Oui, bien c'est intéressant. Mais moi, j'aime cette idée d'avoir une cible qui est plus élargie, Oui. tout au moins pour transmettre le message de s'en occuper, que bien sûr, c'est important pour nous. Que si on embauche des esclaves, c'est sûr que ça coûte moins cher. Mais franchement, est-ce qu'on peut faire ça comme Canadien? Là, la question que j'ai pour vous, Julie, je suis certaine qu'on vous l'a posée 1 million de fois. Comment on fait pour établir un équilibre dans les termes d'une rédaction d'une loi comme ça, à la lumière de la compétitivité des entreprises? Et je dirais compétitivité, mais je dirais rentabilité aussi, parce que c'est 2 pôles qui peuvent être un peu différents ou animés par des stratégies différentes, mais comment? Parce que le commentaire des organisations, c'est pas une autre façon de nous contrôler. Pas une autre édition de compte. Et puis, pas d'autres papiers, pas d'autres paperasseries. Oui, d'une part. Donc, l'aspect, toute la lourdeur administrative, un autre truc à déposer. Mais en même temps, mais si on va pas nécessairement là, vous venez de le mentionner, on se prive d'opportunités économiques. Et comment on jauge avec ça? Puis comment on répond à ces commentaires-là? Alors, écoutez, on a beaucoup consulté. Moi, j'ai beaucoup consulté dans le processus. Et les entreprises et aussi les organismes qui défendent les droits de la personne. Dans les entreprises, on a retenu certains des commentaires qu'on avait. On a fait des changements importants à cette loi en cours de route, en 2021. C'est ça la beauté de ce processus, en fait. Ça permet de consulter. Alors, par exemple, et d'ajuster. Les entreprises à qui je parlais disaient, c'est bien beau, mais pourquoi nous, puis pas les institutions étatiques, pas les institutions du gouvernement? Excellente remarque. Puisque le gouvernement doit donner l'exemple, pourquoi cette loi-là ne s'appliquait pas au gouvernement? Alors, il y a une espèce de tradition des projets de loi privés qui, normalement, ne doivent pas toucher le gouvernement. Mais on l'a fait, c'est resté, et je pense que ça a été un très bon ajout. Je trouve aussi. On a aussi tenu compte du fait qu'il y a des compagnies qui étaient liées l'une à l'autre. Donc, on a ajouté la possibilité d'avoir un rapport conjoint. Pour un groupe, dans des entités liées. D'accord. On a aussi harmonisé le vocabulaire utilisé dans la première version, on l'a harmonisé davantage avec la loi britannique et la loi australienne pour que les entreprises qui font des rapports dans ces 3 pays soient pas obligées de reprendre l'exercice au début. Ah oui, d'accord. Donc ça, un exercice, mais qui peut répondre à plusieurs. Alors ça, c'est vraiment des efforts pour que la loi soit plus facile à appliquer, mais à suivre. Mais cette question de la concurrence, c'est toujours difficile parce que, évidemment, on n'est plus concurrentiel quand on embauche des esclaves. C'est clair, parce que notre coût de la main-d'œuvre est moins élevé. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Parce qu'oubliez pas qu'il y a des bons joueurs aussi. Il y en a qui font attention déjà, il y en a qui ont déjà... je pense à la certification Fair Trade, où il y a des efforts faits le long de la chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a déjà des compagnies qui sont rendues là et qui font des efforts. Alors, pourquoi aurait-on côte à côte des mauvais joueurs qui se ferment les yeux puis qui achètent au plus bas prix et des entreprises qui font des efforts? Donc, je réponds souvent ça, puis je réponds que, évidemment, c'est sûr qu'on est plus compétitif quand il y a du travail forcé dans notre chaîne d'approvisionnement. Mais on ne peut pas, comme Canadiens, dans un pays où on profite de droits individuels, où on a un système de droit, exploiter de telle façon d'autres êtres humains. On ne peut pas. Alors, il faut faire son possible. Et j'admets que l'exercice est très difficile. On ne pourra pas tout trouver la première année. Ce n'est pas simple de descendre d'entreprise, de sous-traitant à sous-traitant à sous-traitant. Mais il faut que l'effort soit fait. Oui. Non, j'ai posé la question parce que forcément, les gens se la sont posée. Ah oui, puis je me la suis posée beaucoup. Ils vont continuer de la poser, mais je pense qu'il y a des principes à défendre. Puis ces principes-là ne sont pas valables juste sur un territoire, mais sont valables dans toutes nos relations d'affaires. En fait, ça devrait être élargi, extensionné avec tout notre écosystème. Et c'est vrai que c'est quand même assez d'efforts parce que je parle par exemple de la PME en général, qui est un peu moins outillée, avec des ressources très limitées. C'est de s'assurer qu'on fait une certaine vigie dans ses fournisseurs principaux, mais s'assurer aussi que ces fournisseurs-là, dans leur propre chaîne, défendent ces mêmes principes-là. Exact. Donc, il y a des choses très pratiques à mettre en place dans ces organisations-là. Je pourrais en nommer quelques-uns, mais déjà avoir un code d'éthique, avoir un code de fournisseur. Il y a des mentions de cette loi-là qu'on peut carrément reproduire dans nos contrats
en faire un engagement de notre partenaire à défendre ces principes-là dans sa propre chaîne. Enfin, il y a des moyens. Il y a des moyens, il y a des entreprises qui déjà... Qui le font très bien. Le font. Je pense à Lululemon. Oui. Donc, qui suivait les 2 autres lois avant même que notre loi passe. Et on a pas mal de documentation sur le rapport qui était quand même pas mal bon. Et même dans le premier rapport au Canada, ils parlent des efforts de remédiation. Ils montrent qu'ils disent très clairement qu'ils ont des problèmes dans une partie du monde avec le fait qu'il y a des ouvriers qui sont probablement pas traités comme ils devraient l'être. Ouais. Et donc, la remédiation, ça veut dire la compensation, si vous voulez, pour des actes non respectueux des pratiques normales, là, c'est-à-dire des actes illégaux. C'est illégal de travail forcé. Donc, il y a des entreprises qui font des efforts déjà, et l'idée, c'est de convaincre les autres de joindre ce mouvement. Oui, parce que dans les grandes organisations, si je les appelle les donneurs d'ordre, les grands donneurs d'ordre, s'ils adhèrent à des principes comme ça, ils vont vouloir s'assurer que dans les PME qui nourrissent et qui font partie de leur chaîne, ces entreprises-là vont aussi introduire ces démarches-là. Donc, c'est très intéressant d'en parler. Puis de ce que je comprends, il faut plus... L'obstacle de c'est moins intéressant économiquement, là, ça peut plus nous guider. Non, je pense qu'en 2025, de dire, moi, je choisis l'entreprise qui me donne le plus bas prix, peu importe, quels que soient les autres critères, je pense qu'on n'est plus là. Ouais. Vous le savez, il y a maintenant beaucoup de normes qui ne sont pas toutes obligatoires pour s'occuper de l'environnement, pour s'occuper des différents enjeux de la société. Et je comprends que les entreprises trouvent que ça fait beaucoup de paperasse. Idéalement, il faudrait qu'il y ait un rapport comprenant plusieurs éditions de comptes. Ça serait plus facile pour les entreprises. C'est vrai, ça serait plus simple. Mais moi, je ne peux pas faire ça comme sénatrice. Je comprends. Et clairement, ce qu'on demande, c'est un peu de bonne foi. Parce que le danger d'une loi sur la transparence, c'est ce que nous reprochent les adversaires, et j'imagine que vous allez arriver là, c'est qu'il y a des entreprises qui font un exercice de cocher les cases. Ah oui. Avec un langage... Un minimum. On a fait notre rapport, tout va bien, on l'envoie, mais on dit rien. On ne dit pas grand-chose. Ça reste des... Ou c'est un truc marketing, hein? Il y en a qui utilisent ça comme un outil. Alors, c'est pas ça qu'on veut. Mais vous comprenez, là, il y a une question de... Tu sais, les êtres humains ne sont pas tous pareils face à leurs obligations. Mais il y a une place pour les avocats d'affaires qui conseillent. Et nous, dans notre processus, on a parlé aux entreprises, aux ONG, mais on avait aussi 2 avocats experts spécialisés dans des bureaux et qui s'intéressaient au travail forcé. Donc, qui conseillaient déjà des clients, donc qui ont pu nous aiguiller sur ce projet de loi en disant... jusqu'où on peut aller pour pas faire sauter la baraque. Parce qu'oubliez pas, on est aussi, à ce moment-là, pendant la pandémie, les entreprises en arrachent. Oui, déjà, ils nous voient arriver avec ce projet de loi. Alors, par exemple, la Chambre de commerce, du Canada, qui représente pas mal d'entreprises, nous disait, le plus sérieusement du monde, on est tout à fait d'accord avec votre objectif, tout va bien, mais pas mal tout ce qu'il y a dans le projet de loi est mauvais. Alors, il faisait la liste de tout ce qui était mauvais. Il ne fallait pas qu'il y ait des amendes. C'était mieux de ne pas avoir de pénalité. Il ne fallait pas qu'il y ait un droit de fouille pour aller voir s'il y avait effectivement des entreprises qui ne respectaient pas leurs... Il ne fallait pas que la définition du travail des enfants soit trop large. Il fallait qu'il y ait moins d'entreprises touchées. Donc, il n'y avait rien dans le projet de loi qu'ils aimaient. Donc, c'était un peu un dialogue de sourds. Certaines entreprises qui étaient déjà rendus là, nous ont appuyés. Mais dans ce milieu que vous connaissez mieux que moi, l'idée de sortir la tête puis de venir témoigner... Ça ne plaît pas beaucoup, ça. Non. Alors, vous savez qui est venue? La seule entreprise qui est venue, qui était extraordinaire, mais qui est une petite entreprise, c'était Equifruits, Jenny Coleman, qui importe des bananes et qui, elle, fait déjà des efforts et qui a dit, c'est formidable cette loi, parce que maintenant... En termes de bananes, je vais pouvoir concurrencer sur le même pied que les grands Dole et tout, parce que moi, je fais déjà ça, ce travail-là.
Et elle est extraordinaire. Elle est arrivée avec son régime de bananes au Sénat, puis elle nous parlait du commerce équitable, de tout ce que des petites parties font maintenant Donc, il y avait déjà des acteurs qui portaient ces valeurs, ces principes-là. Oui, mais écoutez, ma recherche de porte-parole plus connu, plus gros, pour venir dire oui, c'est le temps de faire un projet de loi comme ça a été la croix et la bannière. Par contre, du côté des groupes de pression favorables... Est-ce qu'on répondait à leurs attentes avec ce projet? Ah ben non, pas du tout. Alors, c'est extraordinaire, on répondait aux attentes de personne. Finalement. Parce que les groupes comme Oxfam, comme Amnesty, enfin, les groupes qui s'occupent de ces questions-là, à l'exception d'un seul, qui s'appelle Vision mondiale qui s'occupe des enfants, eux nous ont appuyés. Mais pas mal tous les autres ont suivi un mot d'ordre qui était de dire « ce projet de loi n'est pas assez sévère ». Donc, d'un côté, il est trop exigeant, mais de l'autre côté, non, pas assez. Exact. Et là, c'était vraiment difficile parce que les groupes de pression s'exprimaient haut et fort pour dire « vaut mieux aucun projet de loi que celui-là ». On était rendu là. Vraiment? Alors, ça a été une course extrêmement difficile parce que du côté sénatorial, ça s'est passé quand même plus rapidement, à part les 2 fois où le projet de loi est mort. Ça s'est passé, le dernier processus, c'était 5 mois avec une étude en comité et un vote favorable du Sénat. Mais n'oubliez pas, au Sénat, il y a un seul parti politique, les conservateurs, et tous les autres, c'est des sénateurs indépendants. Donc, on n'a plus la même dynamique. Et là, individuellement, les sénateurs indépendants, évidemment, ils étaient plutôt favorables à l'idée d'un projet de loi, oui, modeste, mais un premier pas. Quand même. Alors, ça passe là. Et ensuite, crise et difficultés pendant 1 an à la Chambre des communes, parce que le NPD veut un projet de loi plus sévère et entraîne dans sa course le Bloc québécois. Donc, on reste avec l'appui des conservateurs et des libéraux, mais qui n'est pas tout à fait acquis. Bref, ça a été pour mon collègue John McKay une course très difficile à la Chambre des communes. Et ceci dit, ce qui est dur là-dedans, c'est que bien sûr, j'admets que c'est un projet de loi modeste, mais cette idée que vaut mieux ne pas légiférer plutôt que de légiférer par étapes, c'est difficile pour moi parce que je suis une pragmatique. Ouais. Et je savais qu'avec un projet de loi d'initiative parlementaire comme le nôtre, porté par 2 parlementaires, on ne pouvait pas faire la révolution. Il fallait un projet de loi qui soit acceptable à la majorité des parlementaires. C'est ça le pragmatisme en politique. C'est tout un défi, hein? C'est tout un défi parce que, si vous voulez qu'on élargisse, je peux vous expliquer peut-être aussi plus précisément quels sont les types de projets de loi, ou les types de lois dans les pays occidentaux qui essayent de contrôler ce problème du travail forcé. Nous, on a choisi une loi de transparence qui ressemble, mais qui est quand même meilleure que la loi britannique. Elle a plus dedans, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Modern Slavery Act, et que l'Australie. Mais il existe en Europe, où on est beaucoup plus avancé sur ces questions-là, disons-le, des lois plus sévères qu'on appelle des lois de diligence raisonnable. Je vous donne un exemple, la loi française du devoir de diligence qui est en place depuis 2017-2018. Ça, c'est une loi qui ne touche que 250 entreprises, en tout et pour tout. Plus sévère, mais ça touche moins de monde. Exactement, très, très haut. C'est des grosses entreprises qui ont 5 000 employés en France ou 10 000 à l'étranger. Donc, un autre niveau à qui on demande des redditions de comptes sur l'environnement, sur le travail forcé, sur différents sujets, et qui peuvent être poursuivis par les victimes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu diligence raisonnable de la compagnie, ça ouvre la voie à des recours. À des recours par les victimes, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la loi sur la transparence, parce que c'est plus un devoir, une obligation de faire rapport. Donc ça, c'est des lois plus sévères qui touchent beaucoup moins d'entreprises, qui sont encore à tester. L'Union européenne, aussi en a une, l'Allemagne. Par exemple, en France, il y a eu, en tout et pour tout, une seule poursuite. Puis là, c'est la compagnie La Poste. Et là, il y a un appel de la poursuite. Donc, comment dire, on ne sait pas encore économiquement et tout si c'est mieux de faire une loi plus large, mais moins contraignante,
ou moins d'entreprises, mais plus contraignantes, et ça finit par descendre. Moi, je n'ai pas la vérité, mais je vous dis que dans le contexte ici, nord-américain, je pense qu'on a fait le bon choix. Ça m'amène à une question là, qui me vient sur l'efficacité de cette loi-là. On a fait des choix, on a proposé le concept de la transparence, mais il y a quand même des responsabilités. Ça peut remonter aussi jusqu'aux administrateurs. Conseil d'administration, ça, c'est aux dirigeants. Quand le conseil d'administration endosse le rapport, là, c'est sérieux, ça. C'est quand même une déclaration importante. Donc, on est avec une loi qui a ses limites, mais qui a aussi tous ses paramètres positifs. Comment on mesure son efficacité? Est-ce qu'on a établi des moyens ou des indicateurs, ou est-ce qu'on va y aller avec le nombre d'entreprises qui rapporteront à chaque année? Comment on va évaluer dans quelques années si c'est une loi qui a été efficace? Donc ça, c'est un problème pour toutes les lois. Hein? Oui. Pas seulement celle-là. Les mécanismes qui ont été choisis dans ce cas-ci, c'est le gouvernement doit faire rapport une fois l'an sur combien de rapports sont rentrés, qu'est-ce qu'ils disent en général. Alors, pour arriver à faire ça, les entreprises sont obligées à la fois de faire un rapport qu'ils publient sur leur site web, mais aussi de remplir un questionnaire. Ah, c'est deux trucs, d'accord. Mais qui sont quand même dans les mêmes eaux, mais le questionnaire est plus réduit parce que... On va aller chercher les statistiques probablement à l'intérieur de ça. Exactement. Et là, par exemple, dans la statistique la plus intéressante, on s'est rendu compte qu'à peu près 5 700 entreprises, la première année, avaient fait rapport. Ce qui est pas mal, si on considère qu'il y en a jusqu'à 10 000. Oui, si on est une dizaine de mille, ça va. Ouais. Et donc, ce qui est remarquable ici, c'est aussi que l'entreprise privée a fait beaucoup mieux que le secteur public. Dans le secteur public, c'est 145 rapports sur une possibilité de 350. Donc, le secteur public n'a pas forcément emboîté le pas aussi rapidement. C'est peut-être pas cru touché par ça parce que, encore faut-il, parce que nous, on touche juste la marchandise et pas les services. Donc, mais vous comprenez qu'il y a beaucoup d'institutions étatiques et gouvernementales qui apportent... pour des valeurs incroyables quand même. C'est ça. Là. Et il y a approvisionnement et services qui fait des gros achats, mais il y a aussi des secteurs où on fait de l'achat de meubles de bureau, de ci, de ça. Donc, ça touche quand même pas mal de monde. Donc, ce que ça montre, c'est qu'on a pris l'exercice plus au sérieux dans l'entreprise privée, ce qui est déjà bon signe. Et il y a 38%, si je me rappelle bien de mes pourcentages, de ces entreprises qui ont dit qu'il y avait un risque de travail forcé, de travail des enfants quelque part dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc, une certaine transparence. Conscience, tout au moins. Ouais. Puis il y a des engagements. Il y a, si je me rappelle bien aussi, IGA qui a dit qu'il travaillait sur l'idée d'avoir de l'huile de palme, parce qu'ils font des produits, donc d'avoir une huile de palme au-dessus de tout soupçon, parce que c'est un des lieux, tu sais, quand on fait la récolte, il y a beaucoup d'enfants. Ouais. De même que le café, que dans l'alimentaire, en général, on est plus Alors, exposé. donc, on a vu, il y a certaines compagnies qui ont donné plus d'exemples concrets que d'autres, mais il n'y a pas encore de compagnie. Il y a Amazon, mais qui n'est pas une compagnie canadienne, mais qui est installée ici, qui a dit qu'elle avait payé en remédiation des frais à des employés qui avaient été maltraités ou qui avaient dû payer des sommes en su pour être embauchés. Donc, ça bouge un peu, mais on ne peut pas attendre de révolution du jour au lendemain. Non. Et ce qu'on espère, c'est que le plus possible d'entreprises font ça bien. Parce que si ça ne donne rien, cette loi-là, il va y en avoir une autre. Ouais. On s'en va vers une société où on accepte moins bien l'exploitation des autres à l'extérieur et partout. Donc, ce qui est bien normal. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on a intérêt à prendre cette loi au sérieux dans le monde des affaires parce que autrement, ça va être une loi de diligence raisonnable. Oui, puis il y a des aspects qui se greffent à ça au-delà de véhiculer dans nos relations d'affaires nos valeurs profondes et plus domestiques, donc d'une chose. Donc, pas d'hypocrisie dans ce que j'accepte pas ici, je vais l'accepter ailleurs, d'une part. Deuxièmement, je pense à tout l'aspect
et le risque réputationnel autour de ça. Qui est énorme, qui n'a pas toujours été... On été... n'a plus vraiment beaucoup de tolérance pour ce genre de choses en général dans le public. Je me dis, de ne pas prendre ça au sérieux, ça peut être vraiment dommageable. Hein? Alors, rappelez-vous, parce qu'on n'est pas au-dessus de tout soupçon, les Canadiens. Vous savez, les migrants qui travaillent dans les champs. Les travailleurs temporaires. Les travailleurs temporaires avec un permis fermé. Les plus susceptibles de se retrouver dans des situations de ce genre parce qu'ils ont un permis fermé, ils ne peuvent pas changer d'employeur. Donc, oui, parfois, ça marche très bien, mais il y a des cas où il y a de l'exploitation. Écoutez, je lisais qu'il y avait des employés qui avaient été enfermés pendant la COVID, ils ne pouvaient pas sortir la nuit. Et rappelez-vous aussi le scandale des tomates. Ici même, dans une grosse compagnie de tomates qui logeait mal ses employés. Ça a fait les manchettes. Donc, je pense que la tolérance est moins élevée et le risque réputationnel, vous le mentionnez très, très bien. Énorme. Dans le sens où une entreprise qui déciderait de ne pas se préoccuper de cela risque d'avoir soit des ONG qui la dénoncent parce qu'ils sont sur place et ils voient quelque chose. Ou des pertes de marché, carrément. Ou des médias qui font de l'enquête et qui sortent des choses. Je vous parlerai de Boohoo. C'est une compagnie de fast fashion en Grande-Bretagne, où on s'est rendu compte qu'en Grande-Bretagne, au cœur de la Grande-Bretagne, il y avait une entreprise qui faisait travailler ces gens à des heures de fou et tout. C'était tous des immigrants, donc des gens un petit peu vulnérables et tout. Et tout ça pour réduire le coût de ces vêtements qui sont vendus sur Internet. Et ça, c'est en Grande-Bretagne où il y a une loi sur l'esclavage, contre l'esclavage moderne. Donc, rien n'est parfait. C'est fou, hein? Aucun projet de loi, même ceux du gouvernement, ne sont appliqués dans leur totalité. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est des petits pas. Et moi, ce que je pense qui est très important, c'est cette conversation qui devrait s'établir dans l'entreprise. Parce qu'il y a un sondage intéressant qui disait qu'il y a plein de gens dans les entreprises qui souhaitaient, c'est un sondage anonyme, qui souhaitaient qu'une telle loi existe pour avoir le droit d'en parler à l'interne. Donc, il y a une génération de jeunes... Ça a suscité le débat et la réflexion. Il y a une génération de jeunes gestionnaires ou de jeunes... Qui étaient peut-être témoins de choses un peu... Oui, qui disent, non, ça ne marchera pas comme ça. Nous, on veut que les choses soient différentes. Donc, je pense qu'il faut rester optimiste. Hein, mais ça peut être engageant aussi, surtout pour de la relève, de tomber dans ces sujets et de s'afficher comme étant un acteur qui veut protéger. Oui, parce que ça peut être, inversement, ça peut être très dur pour la réputation, mais ça peut aider beaucoup la réputation. Prenez l'entreprise Prana. Moi, je trouve que c'est un succès absolument extraordinaire. C'est une Québécoise et on retrouve les produits de noix, de tout, de chia partout sur les tablettes à travers le Canada. C'est un vrai succès et c'est des pratiques pas mal bonnes. Donc, fions-nous sur le fait que des entreprises réussissent à faire des profits. On peut décider de les encourager aussi. Et on peut décider de leur donner le consommateur, statut, acheter, c'est voter. Les prioriser, il faut rappeler, acheter, c'est voter. C'est la sociologue, éco-sociologue Laure Varidel qui disait ça. Et je crois que c'est très vrai. Donc, ce sont les consommateurs, mais les entreprises aussi doivent elles-mêmes faire leur bout de chemin. Oui, non, c'est tout à fait vrai. Si on parlait du futur de cette loi-là, donc on a vu comment elle est née, comment ça a été laborieux à quelques égards d'arriver avec ce produit final, les compromis aussi qu'on a pu faire en cours de chemin, les améliorations qu'on a apportées. Dans une perspective d'avenir, quelle sera sa deuxième version? Ou qu'est-ce qui déjà on peut identifier comme étant les points d'amélioration ou d'ajustement? Ou comment on peut envisager ces changements? Je dirais deux choses. Je dirais que ce qui manque, et les entreprises nous l'ont dit haut et fort, c'est que le gouvernement doit aussi donner des indices aux entreprises pour savoir où investir, dans quel pays, dans quel produit. Les États-Unis font ça. Hein. Ils font des rapports très fréquent pour dire voici où sont les pires risques les pays de travail forcé, de travail des enfants, les secteurs. Et ça, cette documentation-là, les entreprises nous disent que ça manque. Il y a aussi la question de la frontière qui clairement... parce qu'il y a deux choses. Nous, c'est un projet de loi de transparence qui oblige les entreprises à faire rapport. Mais les marchandises, elles arrivent par cargaison bateau. Oui, beaucoup par voie maritime. Voilà.
Et donc, on a aussi une loi depuis 2020 qui interdit à de la marchandise contenant du travail forcé de rentrer au Canada par cargaison. Mais cette loi qu'on a, malheureusement, a été passée en 2020 parce qu'il fallait que dans l'accord de libre-échange, le dernier accord, la CEUM, il fallait que le Canada aussi interdise le travail forcé parce qu'aux États-Unis, c'est interdit depuis 1930, l'entrée de travail forcé par les frontières. Parlons d'un petit retard ici. Alors, on a une loi qui est assez inefficace. On a intercepté 50 cargaisons. Il y a une cinquantaine d'interceptions. C'est peut-être plusieurs cargaisons à la fois. Et là-dessus, il y en a juste une qui n'a pas eu le droit d'entrer finalement après enquête. Le problème qu'on a ici, c'est que la preuve doit être faite par le service frontalier et non par l'importateur. Alors qu'aux États-Unis, on a fait un renversement de preuve dans la dernière loi qui fait que c'est l'importateur qui doit avoir les preuves que ce qui amène au pays, c'est pas du travail forcé. Ça change toute la dynamique. Bien sûr. Et c'est pas possible pour le Canada de prouver qu'une cargaison qui arrive de je sais pas où a du travail forcé. C'est la responsabilité de celui qui importe la marchandise. Alors, nous, on a fait à peu près une cinquantaine d'interceptions. Eux autres, dans une période de 2 ans, nous, c'est en 4 ans, eux, ils ont fait 14 000 interceptions. Ah ouais, donc là, par rapport à notre voisin, on fait un peu dur. On n'est pas très rigoureux. Et non seulement ça, mais ils s'en rendent compte. Alors, il y a eu des lettres de plainte de représentants, puis vous savez, dans le contexte actuel, on veut les limiter, ce genre de plainte. Qui disent, comment ça se fait que vous en interceptez pas? Parce que ce qui risque de se passer, c'est que les cargaisons qui sont refusées dans les ports américains, où vous pensez qu'elles vont? Bien ici, au Canada. Est-ce qu'on deviendrait l'espèce de poubelle quand les États-Unis ne veulent pas de quelque chose, ça s'en vient ici, parce que nous, nos frontières sont moins bien surveillées? Donc, tout ça, pour moi, c'est l'étape où il faut maintenant agir plus sévèrement. Parce que... Est-ce que possiblement on peut joindre ces deux... Non, il faut que la loi à la frontière soit renforcée. Il faut que le fardeau de la preuve, à mon avis, change de bord. Et il y a aussi la question, mais ça me touche personnellement, je n'ai pas fait assez de recherche pour vous dire si ça devrait être fait, la question de ne pas dire qui est sous enquête et qui, finalement, quelle est la compagnie. Alors, on a des lois de la vie privée très, très fortes. Mais dans ce cas-ci, dans certains si on veut que ça soit l'exemple, s'il y a une cargaison qui est rejetée, qui ne rentre pas, pourquoi on ne nomme pas la compagnie? Parce que ça fait partie, on appelle ça en anglais « name and shame ». Donc, ça devrait être d'ordre public. Mais au Canada, il n'y a pas tant de choses que ça. On a vraiment des lois et qui sont jusqu'à un certain point, c'est des lois importantes parce que oui, la vie privée est importante, mais la lumière est importante aussi pour décourager les entreprises moins scrupuleuses d'aller toujours chercher des... Il y a des endroits où quand on va acheter... C'est beaucoup plus dangereux. Mais maintenant, il y a toutes sortes de façons de contourner ça. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de panneaux solaires qui sont faits dans la province du Xinjiang, où il y a les Ouïghours qui sont soumis au travail forcé. Mais on importe beaucoup de panneaux solaires vers le Vietnam pour cacher un peu... Donc là, l'origine, tout à coup, devient le Vietnam. Et même chose pour le coton. Même chose pour les tomates. Il y a des tomates qui partent du Xinjiang, qui s'en vont en Italie, puis dans la boîte, c'est produit d'Italie. Ah oui, c'est fou, ça. Donc, c'est pas facile de repérer... C'est carrément de la tromperie, là, à mon sens, mais on est ailleurs. Là, on est vraiment dans mais ça se fait. Tromperie, contrefaçon, pour moi, là, c'est tout ça mais aussi. Donc, c'est pour ça que je répète que c'est pas facile, mais... il faut faire un effort de bonne foi, tout au moins dans S211. Puis d'imposer aussi à la bonne personne, à la bonne partie, le fardeau de prouver sa véritable origine aussi. On peut le faire, on aurait les moyens de le faire, mais ça prend une volonté. Si les Américains le font, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. En général, sur les questions de droit de la personne, on se dit de très bons citoyens. Donc, pourquoi laisser rentrer des marchandises faites par des esclaves? Oui, c'est un peu incohérent. Oui.
Est-ce qu'on parle de rémédiation? Est-ce que ça pourrait être un aspect que... Oui, puis c'est la partie la plus difficile et la plus délicate de ce projet de loi sur laquelle je me suis posé beaucoup de questions. Parce que c'est une position éthique défendable du fait que on ne veut pas que des enfants travaillent pour nous donner de la marchandise pas chère. Mais en même temps, ou même des adultes qui changent de pays pour avoir un travail et qui sont dans une servitude de dette. Mais vous savez, sur place, il y a des gens qui sont allés voir la compagnie Supermax et les employés qui avaient vu les scandales puis qui avaient moins de travail disaient « Mais qui êtes-vous pour nous faire ça? Nous, on a besoin d'envoyer de l'argent à nos familles qui sont dans un autre pays. Ouais. » Et c'est la même chose pour les enfants. Je me suis fait demander au Sénat « Mais qui va nourrir la famille si l'enfant ne travaille pas? » Exactement. Alors, je ne sous-estime pas l'ampleur de ces problèmes-là. Et donc, à la fois, il faut qu'il y ait de l'argent en développement, il faut qu'il y ait de l'argent qui aille aux plus vulnérables, aux plus pauvres de la planète, et des mesures pour empêcher cette forme d'exploitation. On ne peut pas juste dire « on ne fera rien Ouais. », parce que même si c'est du travail forcé, ça leur donne quelques sous. Ouais. On ne peut pas faire ça, mais Non. en même temps, il faut en effet des mesures de remédiation. Ouais. Et elles ne sont pas obligatoires dans ce projet de loi. C'est très difficile parce que chaque situation est différente, mais c'est cette idée, par exemple, de renvoyer un enfant à l'école en payant la scolarité et d'embaucher quelqu'un d'autre de la famille. Tu sais, il faut que ça se fasse au niveau très, très local pour essayer de minimiser ce qui se passe. Alors, je suis consciente des impacts négatifs que cette loi peut avoir si elle est appliquée bien. Mais ce qu'ils font, m'ont-ils dit chez Fairtrade, c'est qu'ils essayent d'améliorer l'entreprise et non déjà de la sortir de la Mm-hmm. chaîne d'approvisionnement. Mm-hmm. Donc, quand ils vont voir des sous-traitants puis qu'ils voient qu'il y a des problèmes, ils essayent de voir comment les régler avec l'entreprise. Donc, c'est une approche étapiste, soit, mais qui évite de mettre à la porte trop de gens à la fois. Mais c'est une pratique qui si je regarde, par exemple, dans les pratiques autour des audits sur les sites des fournisseurs, on a effectivement, dans beaucoup de cas, des rapports sur des choses qui déplaisent ou qui mettent en danger certains employés ou, effectivement, qui peuvent avoir aussi l'utilisation d'enfants. Ça peut devenir déchirant. Mais c'est vrai que si on utilise cette pratique-là, où ce n'est pas juste de dénoncer, mais c'est d'accompagner dans le changement. Voilà. Je pense que si on met ces énergies-là, on peut arriver tout doucement à... Mais vous comprenez que c'est difficile de légiférer ça à l'étranger. Exactement. Parce qu'on n'a pas de prise. Exactement. Donc, tu sais, il faut scruter à la frontière, il faut demander des comptes, mais il y a une partie de la chose qui, comme elle est faite à l'étranger, sur laquelle on n'a pas de prise. Puis c'est la responsabilité du citoyen corporatif de développer sa chaîne, si c'est des gens qui sont compétents d'une manière ou d'une autre, pour une expertise ou une autre, mais avec ce regard un peu plus formel sur le respect des droits. Je pense que c'est faisable. On ne va pas y arriver en une semaine. C'est faisable. C'est pas non plus facile de dire... oui, les prix vont augmenter un peu partout si on a vraiment un commerce équitable, parce que tout le monde ne peut pas se payer des denrées plus chères. On le sait maintenant avec l'inflation, à quel point c'est difficile pour certaines familles et tout. Donc, oui, il peut y avoir un résultat de hausser les prix, puisqu'on veut mieux payer et moins exploiter les gens à l'étranger. Mais le travail forcé, c'est pas des petits salaires. C'est plus grave que ça. Mais c'est dans le mode de vie, dans la qualité de vie de la personne. Ben c'est la contrainte. C'est le fait de dire, je ne peux pas quitter ce travail-là parce que j'ai des menaces, parce qu'on a saisi mon passeport, parce que j'ai des dettes. Parce que la servitude de dette, comme la façon dont c'est fait, c'est qu'ils mettent de l'intérêt. Donc, on s'en sort jamais. L'ouvrier ne peut jamais partir de l'entreprise parce qu'il n'a jamais payé sa dette pour passer la frontière ou pour travailler là. Tu sais, évidemment, c'est les pires... c'est les pires cas. Quand ça se rend au travail forcé, c'est les pires entreprises. Est-ce que, Julie, on en parle assez de cette loi-là? Est-ce qu'on en parle de la bonne façon? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des
des expériences, des histoires d'entreprises qui auraient, sous le chapeau de son application, mis en pratique certaines stratégies. Je pense qu'il faudrait des cas Ouais, pour imager inspirer, un pour peu, inspirer ouais. les gens, parce que Oui. moi, j'ai reçu beaucoup de téléphones d'entreprises un peu désemparées sur comment faire et tout. Mhm. Puis je peux pas donner l'avis juridique. Alors je leur disais, ben, lisez la loi. Tu sais, est-ce que vous êtes... Le gouvernement a pris beaucoup de temps à donner des directives. On savait même pas si une entreprise devait calculer toutes ses opérations internationales ou non. Alors oui, elle doit le faire. Mais je pense que si des entreprises se donnaient la peine d'aller sur la place publique, d'expliquer Oui, comment ils font, oui. de venir à votre podcast, Oui, ce serait intéressant d'apprendre ça serait de ces intéressant gens-là. Ouais. parce qu'il y a de l'expérience partout. Et moi, j'ai pas j'ai pas la prétention de savoir tout ce qui se passe partout. Je ne suis pas une femme d'affaires. J'ai vraiment essayé de parler à suffisamment de gens pour saisir les difficultés. Mais je pense, comme vous l'avez dit, qu'en 2025, on ne peut pas se fermer les yeux. Non. Donc, le message est lancé aussi. S'il y en a qui ont des expériences à partager, des changements qui ont pu inculquer chez des fournisseurs importants à l'étranger, je pense que c'est... Exactement. Manifestez-vous parce qu'on a besoin de vous entendre. Il faut être un peu plus vocal, je pense, sur ces sujets-là pour démystifier en même temps. Dire que c'est possible d'être en affaires, rentable et compétitif malgré... Exactement. Et de façon macro, si tout le monde suit ces règles, ben, la concurrence va être meilleure parce qu'elle ne sera pas basée sur une exploitation éhontée. Donc, si on croit à la concurrence loyale, on croit aussi au fait que les entreprises doivent faire leur part pour ne pas profiter de la misère pour faire des profits. Oui, les fameux profits, hein? Toujours plus de profits. Oui, mais je comprends que les entreprises doivent être rentables. Mais vous savez qu'on est rendu dans un capitalisme financier où il y a aussi des très, très, très riches par le biais de la bourse et d'autres choses, et pas seulement par le biais du mérite. Non, mais il y a d'autres entreprises qui travaillent très, très fort. Tu sais, j'en connais des entrepreneurs. Écoutez, en ce moment-là, je pense à eux, à tous ceux qui font du commerce avec les États-Unis et qui doivent se dire, l'entreprise dans laquelle j'ai mis ma vie, mes économies, mon temps... Tous les paramètres changent du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Imaginez. Alors, je suis consciente que être entrepreneur, c'est prendre des risques. Et c'est vrai que nous, on leur impose une obligation de plus. Mais je crois qu'elle est gérable, cette obligation. Mais ce que j'espère, c'est que cette crise avec nos voisins va se résorber, parce que ça, c'est beaucoup d'instabilité. Pour les entreprises, c'est terrible. Mais en même temps, cette loi-là, si on l'applique, si on prend ces valeurs-là à cœur, qu'on veut vraiment les inculquer dans toutes ces relations d'affaires, de partenariat, ça peut être l'élément différenciateur qui fait qu'on se démarque de nos concurrents aussi. Donc, on peut tourner ça, dire... À notre avantage. J'ai un produit qui coûte de plus en plus cher avec tous ces tarifs, ces machins, mais... Voici comment je me distingue, voici comment je véhicule mon message de valeur, puis ma mission. Ça peut faire une différence. Ça l'a fait dans beaucoup de cas aussi. Et ça peut le faire, des choses qu'on n'entend pas, mais il y a des groupes d'investisseurs équitables bien sûr, qui vérifient tout ça, qui les cherchent et qui investissent dans ce genre d'entreprise à un risque minimum. Et donc, ça aussi, ça compte, parce qu'il y a la réputation publique, mais il y a aussi l'effet sur les investisseurs dans la compagnie. Donc, il y a moyen de communiquer tous ces éléments-là en termes d'opportunités pour une organisation. En terminant, Julie, quel serait le message que vous aimeriez laisser? Donc, on a des entreprises qui sont un peu assommées par toutes sortes de fardeaux administratifs. On a des entreprises qui veulent bien s'en sortir de façon rentable, de façon compétitive. On a des entreprises qui, je le dis en général, sont sensibles à tous ces principes-là. Personne ne va être contre ces principes-là. Mais qu'est-ce qu'on leur dit pour emboîter le pas et dire, OK, là, j'ai pas juste un rapport à fournir parce qu'administrativement ou réglementairement, je dois le faire, mais je m'y investis vraiment. Quel est le message? Mon message personnel, c'est de dire que c'est une opportunité pour commencer un travail de nettoyage de ces chaînes d'approvisionnement pour être plus éthique. Ça donne l'espèce d'élan, dans le sens où, oui, il y a une obligation, on peut le faire de façon
très, très minimal. Ouais. Mais on peut se dire que, comme vous le dites vous-même, ça peut être un outil pour vendre l'entreprise. On fait ce travail-là bien, on en parle dans le rapport, mais sur nos réseaux sociaux et tout, et ça nous place parmi les bons joueurs. Ouais. Parce que vous le savez, il y a une critique du monde des affaires qui est un peu facile sur et la rapide, recherche surtout. absolue des profits. Non, si on n'avait pas d'entreprise, on n'aurait pas d'économie, on n'aurait pas tout ça est lié. Mais la marge de profit ne peut pas être le seul critère. Et tout notre système, malheureusement, est basé là-dessus, parce que le principal devoir fiduciaire des conseils d'administration, c'est les actionnaires. Ouais. C'est de protéger les actionnaires, et donc les intérêts des actionnaires, c'est les profits. Alors donc, il doit y avoir une espèce de rééquilibrage, à mon avis, au niveau des entreprises, même plus largement éventuellement, mais ça ne sera pas ici, sur ces questions-là. Ouais. Je pense personnellement que les droits de la personne sont... le respect des droits de la personne sont aussi importants que la recherche de profit. Donc, il faut arriver à que ces différentes obligations éthiques ne soient pas toujours en dernier. Oui, qu'on les traite de façon au même niveau et qu'elles fassent partie des planifications stratégiques. Oui, puis qu'elles fassent partie de ce que le conseil d'administration regarde. Ouais. Donc, écoutez, il y a plein d'entreprises qui font bien leur travail, mais nos lois, la loi notamment sur les obligations fiduciaires, est sans doute aussi à repenser. Mais on ne fera pas tout ça d'un coup. Non, il faut y aller à petite bouchée. En ce moment... Mangeons un éléphant, une bouchée à la fois. Oui, mais c'est malheureusement, c'est aussi... je veux dire, je pense que... Je ne vous dirais pas qu'il y a un meilleur système que le nôtre, mais c'est un système qui prend de la réglementation puis qui prend des lois pour que toutes les entreprises fassent des efforts. Parce qu'il n'y a pas d'automatisme, de façon générale. Il y en a qui font très bien les choses, mais il y a toujours cette possibilité de la recherche pure du profit. Oui, le déclencheur. Donc je rajoute aussi que ce message doit s'adresser aussi à tous ceux qui sont professionnels de l'approvisionnement, ceux qui œuvrent dans la décision de travailler avec un fournisseur, dans la décision de transiger, de signer des partenariats. Et à l'heure actuelle, où on est vraiment aussi à discuter de la diversification de sa base fournisseur, j'en profite pour glisser cette idée. C'est pas une mauvaise idée. Il faut tout utiliser les moyens qu'on a pour stimuler cette loi-là et les bons principes qu'elle véhicule. Mais on a beaucoup de fournisseurs aux États-Unis. On est en péril, on est à risque. Tout le monde va se retourner et dire « D'accord, où je peux trouver d'autres fournisseurs alternatifs? » Donc, déjà d'emblée, le professionnel d'approvisionnement qui a cette mission, déjà introduire ces éléments-là dans sa recherche et dans sa sélection de partenaires, surtout si on parle de l'international. Oui. Donc déjà, si on a ça à l'esprit, on va faire des approches, des critères de sélection qui vont être basés sur ces éléments-là. Tranquillement, on va se ramasser de l'information aussi. Et plus il y a de lois, soit de transparence ou de diligence raisonnable, plus un certain nombre d'entreprises vont être conscientisées. Donc, les fournisseurs peu scrupuleux vont perdre des contrats. Oui, exact. Donc, ils vont s'exclure. Hein? Soit ils s'excluent, soit ils rentrent dans le rang, puis ils font les choses correctement. Donc, l'effet de ces lois-là peuvent descendre dans le meilleur des cas et s'assurer qu'il y ait de plus en plus de fournisseurs éthiques et sur le plan du travail et sur le plan des pratiques environnementales. Donc, vous qui avez porté ce fardeau... et qui a réussi. C'est très, très rare. Passé à travers c'est très rare ce processus. Qu'un projet de loi comme ça passe la barre et soit adopté. D'abord, bravo. Félicitations. À quand le prochain? J'en ai d'autres. Oui, c'est ça. Il ne faut pas s'arrêter. Mais la dernière question que j'ai pour vous, c'est à quel moment on va pouvoir dire, ou Madame la sénatrice va pouvoir dire, on a atteint le niveau que j'espérais. On est rendu là où je pensais qu'on allait pouvoir se rendre. Bien, je pense qu'on est... je pense que ça va prendre un certain temps. Je pense que la réalité change lentement. Particulièrement avec une loi qui laisse quand même les entreprises respirer. Mais le passage de ce projet de loi, il faut aussi que le gouvernement suive la POC, comme on dit. Parce que
et comme vous le savez, on n'a pas toujours suffisamment de personnel de ce côté-là pour faire les inspections, pour vérifier et tout ça. Si on ne met pas les efforts et les ressources nécessaires pour voir si les entreprises font bien leur travail, ben, ça ne donnera pas grand-chose. Ouais. Donc, il y a un ensemble de responsabilités. Les entreprises ont une responsabilité, les gouvernements aussi. Et pour moi, la victoire, c'est non seulement quand on va savoir qu'il y a des changements de fournisseurs, que les fournisseurs changent et tout, mais aussi qu'il y a des mesures de remédiation dont on entendra parler pour s'assurer qu'il n'y ait pas de victimes collatérales. Et celle dont je veux peut-être parler en terminant, qui nous a donné peut-être le meilleur amendement, c'est Amina Gerba, sénatrice originaire du Cameroun, qui elle-même avait travaillé dans son enfance parce qu'elle venait d'une grande famille pauvre. Et c'est elle qui a amené le fait que dans les critères, on demande « Avez-vous mis des mesures de remédiation ?» Parce qu'elle a dit « C'est bien beau votre projet de loi, mais qu'est-ce qui se passe dans la famille quand il n'y a plus de revenus? » L'impact est énorme. Et elle l'avait vécu. Donc, c'était une sénatrice qui avait... elle était nouvelle, elle venait juste d'arriver au Sénat. Donc, elle a apporté vraiment son expérience personnelle pour faire avancer, améliorer le texte. Et c'est ça que le Sénat doit être. Alors moi, ça m'a beaucoup touchée parce que c'était évidemment la seule autour de la table qui avait été elle-même, qui avait fait du travail d'enfant au Cameroun. Alors ça, c'est une très, très belle histoire. Donc, il y a du vrai monde derrière cette histoire. Il y a des vrais enfants qui ne sont pas à l'école, qui sont dans les entreprises. Oui. Madame la sénatrice, vraiment, merci. Ça a passé vite. Oui. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire encore, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Il me semble. Il me manquait 2-3 chiffres, mais je pense pour allumer là, puis pour déclencher l'intérêt dans nos organisations, je pense que c'est bien fait, c'est bien dit. Oui. Puis je pense qu'il faut en parler. Il ne faut plus attendre là. Non. Ça y est là. Faut là, on travaille dans la 2e année. Donc, c'est en mai, c'est les rapports? C'est en mai, fin mai, si je me rappelle bien. Et là, donc, c'est dû bientôt. Puis là, à ce moment-là, on aura eu une année complète. Donc, on espère qu'il y aura plus de rapports qui iront plus profondément. J'en lis des fois, mais c'est beaucoup de rapports à lire. Et puis, on rappelle, le rapport, c'est dans la transparence. On devait être honnête. Oui. Voici l'état des lieux, voici ce que j'entends faire pour l'avenir, pour qu'on puisse mesurer l'amélioration aussi. Et la difficulté, parfois, c'est que les entreprises ont peur de dévoiler leurs secrets d'entreprise, mais elles sont libres de mettre les informations, parce qu'on nous a aussi beaucoup dit ça, c'est dur pour les secrets d'entreprise. Mais on s'abrise souvent derrière le secret. Je vous laisse le dire, je ne suis pas une entrepreneur. Donc, mais je pense qu'on peut faire beaucoup d'efforts. Oui. Merci vraiment, merci pour ce temps, merci pour ce partage. Je pense que ça va faire avancer beaucoup, beaucoup la réflexion dans nos organisations. Merci de m'avoir invitée, Claudine. Merci. Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.